Englobant divers conflits au point de mettre le caractère humaniste de l'espèce humaine en question, la période contemporaine durant la première moitié du 20e siècle laisse place à plusieurs régimes totalitaires. Entre l'Italie de Mussolini, l'Allemagne hitlérienne et la Russie communiste de Staline, mon choix s'est arrêté sur ce dernier et plus particulièrement sur l'outil de la propagande. Cette fois-ci, chez les histovores, on décortique l'outil propagandisme durant le régime de Staline. Semblable à ses confrères totalitaristes, le cinéma russe fut l'objet de propagande. Articulé autour du culte de la personnalité et de l'État-parti, le cinéma sous Staline quitte peu à peu le domaine du divertissement pour se tourner vers le politique. Bien que le cinéma soit déjà présent dans les années 30 en URSS, il a su garder une certaine indépendance, même si le régime totalitaire de Staline a néanmoins pu s'y implanter. Dans cette optique, le cinéma du 20e siècle s'adonne à une réalisation profondément socialiste, mais également biographico-historique. Entourant alors d'un contexte plus dramaturgique et classique, ces réalisations cinématographiques se tournent alors sur l'image du héros et du film le spectacle. Pour promouvoir en masse la nation soviétique, Staline, avec l'aide du réalisateur Petrov, cherche à produire une œuvre à caractère glorieux, voire Kutuzov. Définir le cinéma avec l'appellation Kutuzov renvoie directement à l'homme historique du 18e et du 19e siècle. Par le thème Kutuzov, il est entendu ici qu'il s'agit d'une production mettant de l'avant l'histoire des grands hommes. À travers son film, Staline glorifie son chef de l'état-major, Georgi Zhukov, surnommé l'ombre de Staline, et le compare à Kutuzov. Hitler est aussi présent en tant que Napoléon contemporain. Cet ouvrage cinématographique fait ainsi ressortir une Russie triomphante et victorieuse sur l'Allemagne d'Hitler. Avec cette réattribution des rôles, le média cherche à faire transparaître sa puissance et à rassurer la population face à l'expansion de l'Allemagne nazie. Dans ce contexte, le cinéma a une place importante dans la propagande stalinienne car la population de la Russie a accès à des messages politiques. Tout comme le cinéma, plusieurs auteurs ont collaboré à la création de plusieurs œuvres littéraires, mettant alors au profit la gloire et la grandeur du peuple soviétique. Sous cet aspect très national, on retrouve là aussi une idée mais surtout un désir de propagande. Parmi les auteurs ayant participé à façonner la propagande stalinienne, Alexandre Avdenko semble représenter avec fidélité le modèle recherché. Enfant durant la Révolution russe, Avdenko a écrit au cours de sa vie bon nombre d'ouvrages. Entre 1935 et 1958, il publia des ouvrages traitant des luttes populaires en temps de guerre et du monde ouvrier. Il cherche, au travers de ses écrits, à promouvoir le caractère socialiste qui s'empare de la Russie et du pouvoir soviétique qui se met en place. Par ce pouvoir soviétique, on entend le désir d'une nation forte et dominante, n'ayant pas de limites, voire quelque chose d'immortel. Si au départ ces œuvres s'adressent à la société prolétaire et socialiste, lorsque Joseph Staline devient le chef de l'État, l'angle d'approche d'Alexandre Avdenko se tourne alors sur le dictateur au point de le promouvoir dans ses discours. Je deviendrai très vieux, mais je n'oublierai jamais comment, il y a 2 jours, nous avons accueilli Staline. Je n'ai jamais été plus heureux qu'à voir et à éprouver en moi la profondeur de l'amour et du dévouement pour Staline. Des siècles passeront et les générations communistes de l'avenir nous tiendront pour les plus heureux des mortels, de tous les vivants de la terre, de tous les siècles, parce que nous avons vu Staline. Le chef génial, sage, riant, affectueux, majestueusement simple. Au fil des années, Avdenko va écrire plusieurs poèmes et films qui vont d'ailleurs être fortement critiqués pour la mauvaise image qu'ils vont montrer aux générations futures concernant les problèmes sociétaux. Les idéaux d'Avdenko se radicalisent de plus en plus au point de faire peur aux sphères politiques. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sera alors écarté de la politique et sera envoyé sur le front pour être sûr que celui-ci ne nuise à personne.
Même s'il est toujours censuré par Staline jusqu'en 1943, celui-ci reviendra sur sa décision sous l'impulsion des camarades d'Avdenko, louant alors sa fidélité envers les combattants. Dans les dernières années de sa vie, il continua à écrire diverses publications sur le militarisme soviétique, la misère sociale et les arrestations forcées dans des œuvres fictionnelles. Cherchant avant tout, au fil des conflits révolutionnaires du XXe siècle, à promouvoir le socialisme tout en pointant du doigt les intrigues de l'Occident. L'ensemble du portrait d'Alexander Avdenko illustre alors très bien les relations complexes et existantes qui existent entre le corps politique et les auteurs. On assiste ici à une certaine démocratisation du métier d'auteur, même si le pouvoir politique a une grande influence sur celui-ci. Avdenko se retrouve alors dans une position fragile et précaire qui, malgré l'engouement qu'il porte pour le père des peuples, le conditionne à avoir une littérature limitée, orientée, politisée. Dans cette optique propagandiste, Avdenko sera ainsi contraint de réécrire, de censurer et même de se dédoubler. Il devra faire double face avec ses convictions et ses valeurs par peur d'être à nouveau victime du signalement d'en haut. Au fil du régime stalinien, la littérature, et notamment celle qui transpose avec Alexandre Avdenko, embrasse le prolétariat, tout comme un grand nombre d'œuvres de l'époque communiste de l'URSS. À travers la pluralité des moyens utilisés pour optimiser la structure propagandiste, le culte de la personnalité se retrouve au cœur de celui-ci. En effet, suite à la mort de Lénine et de l'ascension fulgurante de Staline, le culte de la personnalité prend une place centrale et immuable dans le domaine politique. Alimenté par la terreur, Joseph Staline arrive ainsi à encadrer son statut dominateur d'une part, mais également sa position d'autorité centralisatrice de politique. Cette autorité s'incarne également et transparaît à travers les hiérarchies pyramidales strictes qui composent le cadre sociopolitique de Staline. Les hiérarchies sont ainsi discriminatoires par les droits et les acquis qu'elles permettent ou interdisent en fonction des statuts occupés par la population. Bien que d'autres régions du monde eurent des régimes totalitaires, comme celui du Führer allemand à la même époque, le stalinisme a eu, pour plusieurs historiens, la capacité à asseoir son pouvoir et à influencer les parties inférieures. Vus comme des petits Stalines ou des Stalines de substitution, ces petits partis vont alors adopter l'image de Staline et centrer leur pouvoir autour de leur leader dans leurs affaires politiques et locales. Néanmoins, Staline se retrouve à devoir incarner une image de sauveur et de grandeur russe dont il semble incapable, ou plutôt dans l'impuissance, d'accomplir en totalité. Bien sûr, c'est gênant, mais qu'y faire? Il voit en moi un concept unifiant et suscitant autour de moi des extases ridicules. Ainsi, Staline se retrouve, vraisemblablement contre son gré, à jouer une image rassurante pour la grande population de la Russie, aussi diverse soit-elle. Avec cette hétérogénéité aussi importante, le peuple cherche à se retrouver et à s'unir autour d'une figure de proue qui sera le rassurer et le mener. De plus, Kevin Morgan laisse entendre que ce porte-étendard physique permet également de sortir de l'idée plus confessoire et abstraite pour certains du communisme ou d'un simple régime politique. Le culte de la personne dans son ensemble, mais surtout chez le stalinisme, ne se limite pas seulement aux populations et à l'individu en lui-même. Durant les années 30 et 40, le culte de l'individu se construirait autour de deux phases importantes. Cette première phase, et les mouvements antifascismes qui naissent et qui grandissent, laissent place à un communisme au caractère héroïque, notamment par ses discours. D'autre part, Morgan explique que c'est dans les périodes de contraction et de consolidation de la Russie que le culte de Staline se renforce avec des rites plus importants, faisant alors naître le haut stalinisme. Dans son ensemble, la propagande stalinienne illustre un théâtre complexe et contradictoire. En effet, si une grande majorité de la population voit en Staline un messie apportant alors le renouveau et la gloire à la Russie du XXe siècle, ces mêmes adorateurs ne sont pas moins persécutés, menacés, voire tués. Ainsi, même si ces gens sont contraints de vivre dans la peur et de côtoyer la mort à chaque coin de rue, ils ne peuvent se résigner à effacer la grande image que procure Staline et l'espoir qu'ils apportent avec lui.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de laisser un pouce, de commenter comme à l'habitude, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.